Donc, on reçoit pour le Ciné-Club Pascal Plante qui... salut, ça va bien? Ça va? C'est le fun de parler de cinéma. Ben Pas oui. juste de mes films, des films d'autres affaires. Là. Ben oui, c'est ça, connaître un peu ta culture cinématographique, ce qui te plaît et tout. Là, on va pouvoir s'en jaser dans la prochaine heure. Merci d'avoir accepté. Et félicitations pour Les Chambres Rouges, vraiment un film magnifique, un film comme il s'en fait très peu au Québec. Là, je pense que tu es conscient, c'est peut-être pour ça que tu l'as fait aussi. Ben oui, ben tu sais, mais on dirait que c'est... Puis je dis pas ça pour péter plus haut que le trou, vraiment pas, mais tu sais, je me limite comme pas au Québec, tu sais, dans ma recherche de faire un film qui va se démarquer peut-être, mais tu sais, je le dis tout le temps, puis en fait, c'est intimement lié à ma cinéphilie, tu sais, c'est quand tu vois plein de films, tu te disais, Mané, il y a ces films-là que j'aimerais voir, qu'on dirait qu'ils ont peut-être certains angles, des façons de traiter des sujets. On dirait que des fois, on voit tout le temps le même... Tu sais, pour chaque film original, il y a comme 15 émules, là, et plus, là, tu sais. Hereditary marche, puis après ça, mon Dieu, combien qu'on va s'en claquer, là, des wannabe Hereditary ou autres, là, bon, bref. Donc, moi, je suis très peu inspiré, en fait, de recopier quelque chose que j'ai vu dans le film de quelqu'un d'autre. J'essaie de synthétiser ou de conjurer intérieurement ce que je vois pas, puis c'est de là que la matière, elle vient, tu sais. Mm-hmm. Dans Nadia Butterfly, c'était vraiment comme, pourquoi tous les films de sport, ils ont un peu le même schéma, puis la natation, pourquoi c'est pas représenté. Fait que finalement, ça vient tout le temps de comme, pourquoi telle affaire est pas faite, puis on dirait que ça prend forme de même. Fait que comme je dis, c'est le meilleur cadeau que je me fais pour créer, c'est de consommer beaucoup. Justement, parce que quand on regarde les faux tatouages, Nadia Butterfly, Les Chambres Rouges, c'est trois films quand même assez... Tu sais, on remarque ton style, je crois, mais c'est quand même trois films au sujet assez différents. Comment est-ce que tu choisis tes sujets ou comment est-ce que tu, justement, t'approches? Puis même, écoute, si on veut même aller dans mon catalogue de courts-métrages, j'ai fait des enfants, j'ai fait un court-métrage sur les concours de beauté pour enfants en Floride, j'ai fait un musical avec des personnes âgées, j'ai fait, tu sais, fait que, tu sais, non, mais pour moi, vraiment, je trouve ça excitant que chaque projet devienne une bulle. Puis il y a quelques films où j'ai mis des éléments plus près de ma vie, un petit peu, tu sais, mais jamais autobiographiques, là, mais juste comme des petites affaires. Puis j'ai fait le tour vite de ces films-là, tu sais. J'en ai fait quelques en court-métrage. Dans les faux tatouages, le protagoniste, bon, il y a des petits éléments de peut-être moi quand j'étais 17 ans, là, un peu insupportable là, quand t'es un ado. Bon, bref. Mais vois-tu, c'est comme quand le puits a été siphonné, moi, il faut que j'aille voir ailleurs. Là, lire les journaux, tu lis les faits divers, que c'est bien plus inspirant, qu'on dirait que ce que je vois, ma vie n'est pas si excitante. Là, c'est ça. Fait que, mais il y a aussi même un vrai bonheur. Moi, je me considère encore en début de carrière. Là. Bon, je vais commencer peut-être à de moins en moins dire ça. Là. Mais encore, je suis encore en exploration d'un certain langage. Puis dans une logique où je pense qu'avant d'être bon dans quelque chose, il faut apprendre à aimer ça. Puis on dirait que de faire des films différents puis d'explorer le langage cinématographique différemment, ben, ça contribue à encore à apprendre à aimer faire mon métier. Puis quand tu aimes vraiment ce que tu fais, ben là, tu vas perdurer. Quand faire un film, c'est pas un chemin de croix où tu te saignes à blanc. Non, mais il y en a des fois, ils te parlent de leur tournage ou du processus, puis t'es comme, my God, puis ça te tente d'en faire un autre, genre, après ça. T'sais. Moi, j'essaie que ce soit, d'un, le fun sur le plateau, mais de deux, que moi-même, on dirait que le plaisir de ces défis-là qui vont... Puis chaque film est très différent, puis les méthodes sont différentes. Mais je trouve que ça vieillit mieux, ce type d'approche-là, mettons, à ta carrière. Tu sais, en ce moment, mettons, Wes Anderson est un peu devenu une parodie de lui-même. Il a un style très défini, puis il est le seul à le faire. Fait qu'on dirait qu'il se sent obligé de le faire film après film. Ceux qui le limitent, c'est ultra cringe. Là, mais dans le cas de Wes Anderson, il faut quand même lui donner, parce qu'il n'y a aucun émulateur de Wes Anderson qui fait mieux que Wes Anderson. Non. Mais le problème, c'est quand, mettons, quelqu'un a un style, puis après ça, un autre cinéaste, un peu comme l'élève dépasse le maître. Dans le cas spécifique de Wes Anderson, les élèves sont vraiment loin. Non. Le plus proche, ce serait Amélie, tu sais, qui était pas mal dans les débuts. Puis encore là, mais c'est un peu différent. Non, mais moi, je trouve ça fascinant. Hey, écoute, je me compare pas à Kubrick, mais tu sais, comme une carrière comme Kubrick, c'est fou, tu sais. Puis en fait, je pressens que down the line, ça se pourrait que, par exemple, je fasse des adaptations de livres aussi. Ça se peut, parce que c'est la même logique, tu sais, c'est la logique
Parce que jusqu'à présent, tu l'as jamais fait. Là, non, c'est ça a toujours été des scénarios originaux. Là, parenthèse, mais tu sais, en pandémie, j'ai aussi co-scénarisé, c'est ma première fois à deux, avec Dominique Dussault, qui produit, une collaboratrice régulière. Puis on a co-scénarisé un film d'époque. C'est encore une fois un truc très original, mais là, il y a tellement eu de recherche que c'est quasiment une... Comment dire? Tu fais quasiment une adaptation de l'histoire. C'est comme si l'histoire est un peu un matériel... Alors que, par exemple, Les Chambres Rouges, c'est un faux true crime, mais ça reste l'imagination tout le temps. Même Nadia Butterfly, je veux dire, on tourne Tokyo avant Tokyo. Bon, ça peut avoir l'air d'être un... Mais non, finalement... Tous mes films, c'est vraiment l'imagination. Vois-tu un film d'époque? Il faut un peu adapter des trucs du réel. Mais je me verrais tout à fait, peut-être un bouquin plus tard. Là. Pour Les Chambres Rouges, c'est ça, ça fait une bonne dizaine d'années, même un petit peu plus. À peu près 10 ans, c'est ça qui a évolué avec les courts-métrages, avec... j'ai gradué de Concordia en 2011, avec mon film de fin de bac, c'était ça, 2011. Après ça, bon an, mal an, je faisais à peu près un court-métrage par année, des fois souvent avec pas d'argent au début, puis à manier un petit peu, puis à manier un petit peu plus. Mais tu sais, c'est ça, j'ai développé un très système D, là, ce qui fait que quand arrivé au faux tatouage, avec un micro-budget essentiellement, là, 15 jours de tournage, puis 200 quelques $1000, on a été capable de faire un long, mais c'est ça, c'est venu de l'apprentissage d'avoir fait des films avec rien. Mais est-ce qu'il y a quelque chose pour Les Chambres Rouges qui a été différent dans le tournage par rapport aux deux précédents films? C'est plus gros. Plus de budget égale plus de monde sur le plateau. Moi, je suis pas... J'aime bien garder ça au minimum, mais quand tu as de l'ambition, on dirait que le minimum devient tout le temps quand même plus gros. Ton film d'époque, là, je te le dis tout de suite, il va y avoir du monde. Plus de monde, puis c'est ça, exact. C'est un peu... C'est une romance perdue là, de faire des films à 5 personnes dans ton équipe. Là. C'est plus ça. Peut-être, je pense que j'ai un autre film, un genre de... un film juste avec du Conseil des arts du Canada. Là, un autre film que j'aurais, mettons, 50 000 $. Ça, j'en ai un en moi, là. Genre de film à microscopique équipe. Mais ça prend un sujet. Un film guérilla ou quelque chose comme ça. Tourné en Je pense qu'elle m'a amené en 2 projets plus gros. Si ça stall ou si c'est que là, à date, écoute, je knock on wood parce que je touche du bois parce que depuis les faux tatouages, mes demandes de sub, ça va quand même bien. J'ai pas... Puis je dis ça vraiment en toute... c'est un privilège de faire des films dans le contexte du financement public. Puis, Nadia, ça a passé assez vite à la SODEC. Chambre Rouge, ça a passé assez vite aussi, tout ça. Fait, là, je suis sur un cycle de 3 ans. Je veux dire, c'est 2017, 2020, 2023. Quand même assez rapide. Là, puis là, j'en ai un qui est déjà pas mal écrit. Fait que, ça se pourrait même que l'autre, il arrive encore plus vite si on est encore knock on wood. Parce que là, il n'y a même pas l'année de scénarisation. Bon, bref. Mais si ça se peut, là, que m'année, ça soit plus long, puis que ça, pour X ou Y raison, c'est ça, ça stall. Moi, je me verrais tout à fait soit faire des courts-métrages. J'adore les vidéoclips, j'en ai pas fait assez. J'aimerais peut-être s'en faire plus. Mais peut-être un genre de... J'ai peut-être un genre de film à la Denis Côté à faire là, entre 2 projets. Les premiers Falardeau, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, j'aimerais bien. Il avait pris l'argent du public pour aller à Paris ou je sais pas trop quoi, puis juste insulter le colonialisme. En tout cas. Non, mais c'est ça. Est-ce que t'es... 2 questions. On va parler bientôt de tes goûts, là, mais 2 questions. Premièrement, est-ce que tu consommes beaucoup de cinéma dans une année, mettons? Est-ce que tu as le temps d'en consommer beaucoup? Honnêtement, oui. J'avais eu... À Concordia, j'étais vraiment intense. Je suis tombé sur mon petit catalogue là, parce que j'avais dans ce temps-là. Mais là, je suis rendu sur Letterboxd. Maintenant, mais je l'utilise vraiment comme un journal. J'ai review des fois, mais quand ça me tente. Je n'ai pas la rigueur de reviewer tous les films que je vois. C'est pas tout qui valent la peine non plus. C'est correct de pas tout le temps avoir une opinion sur tout aussi. On dirait que des fois, ça m'énerve l'Internet pour ça. C'est comme... Ça se peut, là, un « je le sais pas si j'ai aimé ça » ou un « je vais y penser » ou « je vais le digérer ».
comme, c'est correct aussi, genre. Ben, sur Letterboxd, des fois, qu'est-ce qui est le fun, c'est les reviews humoristiques. Là. Une inside joke avec le film. Un peu, ouais, c'est ça. Pourquoi pas, c'est bien correct. Puis là, mais là, il faut pas que je regarde tout le temps ça, par exemple. T'sais, comme là, mettons, le film, il m'appartient plus, il vit, les gens, ils rate. Il y a des bons reviews. J'ai vu ça, en plus, un matin. En plus, je suis tombé un matin, j'étais allé voir le Letterboxd, j'étais allé rôder. Puis il y avait 666 views, c'est que j'étais comme, c'est quand même... Non, mais c'est drôle. Ouais. Il va en avoir plus non, je sais, soir. Non, mais pour le film que c'est, ça m'a fait rigoler. Bon, bref. Mais non, mais c'est bien, puis il faut pas que les cinéastes s'ingèrent non plus, là, et s'insurgent, là, si les gens, voyons, à un moment donné, c'est Internet, Chris, il faut arriver... Il y a plein de monde qui n'aime pas Citizen Kane, là. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de monde qui n'aimeront pas mon film, là. À un moment donné, il faut aussi se calmer, là. Non, c'est ça. Fait que tu consommes beaucoup de films. Est-ce que selon mon Letterboxd, donc ça pour dire, c'est ça. depuis que je suis sur Letterboxd, on dirait que ça m'a remotivé à regarder, à revenir à mon pacing de quand j'étais à Concordia. Puis c'était à peu près du 400 films par année. OK, quand même. Ouais. C'est un rythme assez soutenu. Ouais, là, c'est soutenu. Puis, est-ce que tu as tendance à... je sais pas comment le dire, mais à recréer les films que t'aimes ou à leur rendre hommage dans ton cinéma. Est-ce que c'est une source d'influence ou si au contraire, tu sais... Ben, un peu, mais c'est vraiment, j'essaie de pas... moi, je fais pas des collages postmodernes, je pense. Tu sais, c'est sûr que... mais mettons Nadia Butterfly, en fait, je suis particulièrement fier de Nadia Butterfly pour la simple et unique raison que c'était vraiment le fun parce que personne comparait ce film-là à un autre. Tu sais, là, juste parce que j'ai fait un thriller, c'est David Fincher, c'est ça. Mais tous les thrillers se font comparer à Fincher. Là, il y a rien à faire. Dès que tu prends une lentille bleue ou un filtre bleu, là, t'es comme David Fincher. Non, mais puis même, c'est un peu... Tu sais, j'ai pas réétudié... Oui, j'aime bien Fincher comme tout le monde, là, ça va, mais... J'ai pas réétudié Fincher là, comme un... Je ne voue pas un culte. Là. Mais il est vraiment bon. Là. Mais comme pour vrai, je pense que le film il est différent. Là. À un moment donné, faut... Puis j'ai des influences très différentes. On peut parce qu'on a... Pas plus euro, là, les références. Excuse, je suis à mon sel. les références du film sont plus européennes, sont moins contemporaines. En tout cas. Mais penses-tu que d'associer un film à un réalisateur, que ce soit Fincher ou peu importe, est-ce que tu penses que c'est propre au cinéma québécois parce qu'on a comme besoin de se donner une référence? Hey, checker, c'est aussi bon qu'un film international. Puis ce qui n'aide pas aussi, c'est que je sais qu'Entract, notre distributeur privé, j'adore, je les shout-out Entract, vous faites une super bonne job, mais ils ont été contents puis ils ont un peu mis de l'avant. Là, ça a l'air de du David Fincher. Bon. J'imagine que c'est vendeur de voir ça comme ça. J'imagine que ça prend des référents un peu. C'est complètement... Pour un public de plonger complètement dans l'inconnu, c'est très insécurisant peut-être. Donc, c'est des balises, c'est correct. C'est pour ça, même les étiquettes, pourquoi qu'on dit « OK, ça, c'est un thriller » ou « ça, c'est un film de... » D'ailleurs, on a struggle pas mal pour trouver l'étiquette pour les Chambres Rouges. C'est de l'horreur, c'est du thriller. C'est un thriller. Est-ce qu'on dit que c'est un film d'horreur, carrément? Ou pas? En tout cas, autre histoire. Mais je pense que c'est juste, ça donne des balises, ça accompagne. On aime ça être comparé. Mais tu sais, je veux dire... il y a peut-être aussi à regagner la confiance du public québécois que pendant, je sais pas, une dizaine d'années, c'est pas fait servir le meilleur. Il faut montrer que, je sais pas, on peut être un peu cool, un peu hip. Puis Fincher, c'est hip, peut-être, je sais pas. C'est peut-être pour ça que ça vient, mais tu sais, honnêtement, le seul que je revendique plus directement là, comme inspiration, c'est Haneke. C'est... vraiment. Est-ce qu'il y a un film en particulier ou c'est vraiment comme son approche au cinéma? C'est sa réflexion sur la violence dans l'audiovisuel. Puis c'est la façon extrêmement à droite qu'il a de jouer dans votre tête, dans la tête du spectateur. Il comprend en tout temps, Haneke, qu'est-ce que tu penses, puis as-tu envie de te donner une tape dans le dos ou de carrément te mettre un obstacle pour la scène suivante, puis il est vraiment au diapason. Où les bons Von Trier faisaient ça aussi. Je dis les bons parce que depuis qu'il est complètement nihiliste, ça marche plus pantoute pour moi. Là. Puis parce qu'à un moment donné, t'es comme, pourquoi je passe 2 heures à me faire... crier dessus comme par ton, je sais pas, quelqu'un qui est écœuré de tout. Là. Mais mettons, les bons Von Trier, ça marche parce que comme t'es tellement émotionnellement investi que ça devient quasiment physique, comme de regarder ces films-là. Puis ça m'inspire, je veux dire, d'essayer d'être constamment en contrôle de tes stimuli, puis de se dire c'est comme ça que les gens les reçoivent, et donc
est-ce que j'ai envie de subvertir ça? Est-ce que j'ai envie d'aller un peu avec eux autres pour après ça leur enlever un ananas? Ou est-ce que j'ai envie qu'ils rootent pour la mauvaise affaire? Tu sais, c'est-à-dire, dans les chambres rouges, il y a une danse un peu malsaine avec le spectateur de se dire, pour que le film soit satisfaisant, ben, il faut que ça avance. Puis pour que ça avance dans un film aussi dark, ben, il faut que ça avance dans des zones qu'on... Mais quand, après ça, soit je vous le donne ou je vous le donne pas, après ça, ben, deal with it avec ta tête d'une certaine façon. Puis ça m'excite. C'est là où c'est le fun. Là. La seule référence directe que je pense qu'il y a dans les chambres rouges, c'est Benny. Là, Benny's vidéo. Là, à la fin du film, il y a un usager qui s'appelle Benny. Là, j'étais comme, je vais lui donner mon coup de coude à la Mais tu sais, mettons Funny Games, là, son rapport à la violence, puis Funny Games, là, la seule violence graphique, c'est celle qu'on applaudit. Puis après ça, il dit non, il fallait pas que tu applaudisses là. Puis il revient en arrière. Là. Puis, mais la violence qui est terrifiante, c'est la violence qui est souvent assez hors-champ, finalement. Hein, mais c'est insoutenable. Bref. En tout cas, je pense à Nokia, définitivement. Mais il y a dans les chambres rouges, il y a des phases. T'sais, le début du film n'a pas la même esthétique que plus tard. Quand le film il vire dans la parano, là, tu sais, je veux dire, Vincent Biron et moi, on référençait Zulawski, tu sais, les genres de grands angles oppressifs, puis, tu sais, quelque chose de très, très viscéral. Bon, tu sais, là, on est bon. Ça, c'est la phase un peu Zulawski du film, la phase à la fin où on est dans les fantasmes sans rien révéler, mais tu sais, là, le go, l'éclairage Suspiria, tu sais, le sound design, tu sais, là, tout à coup, on est comme dans un fantasme, bref, tu sais, puis même un fantasme de film d'horreur, tu sais, d'une certaine époque. Avec Clémentine, je pense, il y a comme un moment où, je pense que ça me ressemble plus. C'est là où, mettons, il y a peut-être le petit restant de faux tatouage d'une Nadia Butterfly dans les interactions un peu humaines, des genres de plans, souvent des plans de couple avec des mises en place ouvrantes vers la caméra, ou c'est de l'épaule, mais de l'épaule observationnelle. Tu sais, moi, j'appelle ça mes plans où on prend une bière un peu avec les personnages. C'est comme on est exactement dans le triangle où on serait à la hauteur de yeux si on était juste à chiller avec eux autres. Autour d'une table. Si on mange une pizza, ben, on est à terre comme les personnages à manger la pizza. Mais tu sais, comme on est le dernier maillon d'un triangle. Est-ce que ces trucs-là, t'es réfléchi avant même, à l'étape du scénario, ces procédés-là? Mais je me référencie pas. C'est-à-dire, c'est un peu malgré moi. Si ça me ressemble, à date, c'est le fun. Là, je suis pas encore tombé dans l'auto-parodie, d'être tellement conscient de ce que tu as fait que comme tu fais juste comme, on va faire ça. Mais un peu malgré moi, il y a des choses qui se ressemblent. Il y a une scène dans les chambres rouges, il y a comme un scrum là, de journalistes, mais on filme pas les journalistes. Puis c'est comme en le filmant, Vincent, il dit « Ah, c'est comme ton plan dans Nadia Butterfly. » Puis je vais ah oui, Chris, c'est vrai que ça ressemble. Hein? Bref, mais c'est le fun parce que je suis encore, je pense, à une étape de ma carrière où c'est comme ça que je vois l'espace-temps, puis c'est comme ça que j'ai envie de filmer les gens. Puis ça adonne que il y a des atomes crochus que d'un film à l'autre. J'imagine que c'est ça le style, tu sais, c'est bon. J'aime beaucoup dans ton cinéma comment tu déplaces justement la caméra, comment est-ce que tu nous guides à travers ça, ou tu restes en retrait et tout. J'aime vraiment, puis tu m'as envoyé une liste des films que tu voulais qu'on parle, puis tes films préférés, j'imagine, là, mais comme, tu sais, je suis surpris il y a certains noms que je suis surpris de ne pas avoir vu, évidemment. Là, tu ne m'as pas fait une liste de 100 noms non plus. Là. Mais, sur Letterboxd, j'ai une liste de mon top 100. Je vais aller fouiller. Ouais, c'est ça. Mais allez voir mes listes. Là. Est-ce que tu es capable, toi, tu sais, quand on te dit c'est quoi ton film préféré ou c'est quoi ton. Mais c'est parce que c'est un peu une réponse toute faite, puis c'est rendu un peu une concurrence déloyale. C'est-à-dire, je pense pas que là, à bientôt 35 ans, je pense, puis avec le bagage qu'il y a déjà avec The Deer Hunter, pour moi, c'est comme il est hors concours. Il n'y a rien qui va topper ça. Non, mais c'est parce que c'est intimement lié à mon apprentissage du cinéma. Tu sais, je fais du cinéma. C'est un film que j'ai vu à un certain moment, qui m'a inspiré, que je reviens souvent, qui vieillit bien à mon œil en plus. Là. C'est vraiment... pour moi, ça, puis du bon Cassavetes, c'est comme quand j'ai besoin d'un petit remontant, là, d'un petit pep talk de c'est quoi du bon cinéma. Ou du Kurosawa, mettons. C'est genre... Tu sais, mettons, tu réécoutes Ran, puis t'es comme... C'est bon. Si tu commences à penser que t'es de shit, là, puis tu commences à maîtriser ton langage, là, t'écoutes des bons Kurosawa, puis là, tu sais, comme... Oui, maître. Ouais, c'est ça. Genre, sensei. Puis... I'm not worthy. Non, I'm not worthy, là, tu sais, ou les meilleurs Bergman, la mise en place, tu sais, je veux dire, l'ouverture dans le silence de Bergman, c'est comme dans un train, mais genre comment les trois personnages dans le train, la caméra bouge avec eux autres, t'es comme, man, genre, tu viens de faire un blocking
de malade mental avec un non-lieu dans un train, genre, puis dans un bout de train. En tout cas, ça, moi, j'adore. Là. Faut les revoir, ces films préférés. Puis The Deer Hunter, c'est pourquoi il est un peu... il m'a autant accompagné. Ben, d'un, je trouve que c'est probablement le film le mieux acté, à mon humble avis, de l'histoire du cinéma. Tu sais, c'est Meryl Streep dans sa prime, c'est Christopher Walken, De Niro dans son meilleur rôle. Moi, j'argumenterais que c'est vraiment son meilleur rôle. C'est sûr que les Raging Bull est plus tape à l'œil pour les transformations physiques, puis tu sais, bon, Taxi Driver, évidemment. Aussi, je pense, mais il y a une finesse vraiment, là, il y a une maîtrise parfaite, puis émotionnellement. De Niro le disait lui-même, hein, que c'était son rôle le plus difficile dont il a, qu'il a eu à faire. Puis peut-être parce que c'est moins show-off, mais c'est tout aussi, sinon plus complexe, en fait. Puis tout le monde est sur son X. Là. Juste mais surtout pour un method actor aussi. Là, c'est 3 ans après la guerre du Vietnam ou à peu près. Là, je pense pas qu'il est allé. Là, De Niro, il y en a qui sont allés. Là, non, mais il a passé du temps avec... Ça se passe dans un petit village... Pennsylvanie, oui, mais c'est un peu flou. Industriel. Non, mais un peu, parce que c'est Clairton, la ville du film, mais c'est un peu une fausse ville, une vraie fausse... Parce qu'il tourne. Oh, anyway, je ne vais pas rentrer dans le trivia geekness de Deer Hunter parce que je peux aller loin. Là. On va faire un podcast de 2 heures d'abord. Non, c'est justement pas. Mais tu sais, De Niro, il parlait avec les ouvriers métallurgiques. Tu sais, il y a vraiment, il est devenu buddy là, avec la communauté. Puis c'est un peu vampirique parce que, tu sais, une fois que le film est fini, c'est plate. Puis c'est pas parce que c'est une mauvaise personne, les comédiens, ou mais après ça, lui, il s'en va. Il va faire autre. Puis c'est un peu drôle. Quand ces démarches-là d'acteurs, ça ressemble à nos démarches de cinéastes. Tu sais, moi, là, je fais full de recherches sur un sujet, je m'entoure d'experts, de ci, de ça. Je suis encore ami avec mes comédiens. Après, tu sais, il y a quand même pas... C'est pas jeté après usage, tout ce qu'on vient de vivre, mais il y a une grosse partie qu'une fois que c'est fait, on la laisse sur le bord du chemin, puis on s'en va ailleurs après, tu sais. Anyway. Mais... The Deer Hunter aussi, c'est moi, il y a quelque chose, il y a une bible pour moi. C'est un film qui est très indiscipliné au niveau rythmique. C'est un film de 3 heures. La première heure, tu te dis what the fuck, genre je suis des dudes aller à la chasse, il y a un mariage, ça finit pas de finir cette scène-là. Ouais. Mais là t'es quand même captivé, tu sais, l'acting est assez bon pour comme que ça passe. Puis là arrive le 2e acte, puis arrive le 3e acte, tu sais, puis là c'est comme l'horreur de la guerre, là. Ça te juste dit que ça arrive à des humains, tu sais, puis c'est comme, pour moi, l'espèce de temps mort d'humaniser ces personnages à outrance radicale dans The Deer Hunter, à quel point on les humanise avant que l'horreur frappe. Mais quand, tu sais, la scène de Oulette Russe, mettons, hors contexte, elle est extraordinaire, elle est bien actée, elle est bien rythmée, elle est bien montée, elle est bien toute, mais en contexte, c'est magistral. Fait que pour moi, The Deer Hunter, ça me rappelle que contexte, c'est tout. Le contexte, c'est tout. C'est ma job comme cinéaste de te faire care, de faire que tu t'attaches. Puis t'es pas obligé de t'attacher. Tu sais, mettons Kellyanne dans Les Chambres Rouges, on ne s'attache pas à elle d'une façon conventionnelle, mais à tout le moins qu'on soit assez pris, puis obnubilé, puis hypnotisé, ou qu'on ait envie de la suivre. Tu sais, mettons dans There Will Be Blood, là, au début, ça marcherait pas ce film-là si t'as pas une longue scène où il sort d'un trou. Genre, tu sais, une fois que t'as fait ça, t'es assez captivé, puis genre, OK, c'est bon, genre, je peux suivre 2h30 ce personnage-là parce qu'il est sorti de son trou lui-même, tu sais. C'est hyper important, ces moments-là initiaux dans un film où les personnages vibrent, puis qu'on vibre avec eux, tu sais, que ce soit parce qu'on a envie d'être avec eux ou qu'on a envie de les haïr, mais peu importe, faut qu'on care. Puis le contexte, c'est tout, puis... C'est pour ça que tu vois, les mauvais films d'horreur Netflix, ça me fait fucking chier quand à tous les débuts, tu sais, ça commence toujours avec un bang d'horreur. Ouais. Mais moi, là, je suis la personne la plus passive devant ça. Je suis comme, ça peut être bien fait, mais je vois tout dans votre jeu. Je comprends les artifices sonores, musicaux, rythmiques, visuels, l'éclairage. Puis, j'ai pas encore eu, pour me désarmer, là, moi qui suis lettré comme cinéphile, ben c'est via des personnages. Puis c'est comme, OK, je commence à care pour un humain avec un visage. Puis bon. Puis une fois que ça c'est fait, là, ça peut être beaucoup plus horrifiant, tu sais. Fait que les fausses bonnes idées de juste commencer avec des affaires comme tout de suite, il y a de l'horreur. C'est cheap, ça marche pas pour moi. J'avais lu sur un review Letterboxd, c'est pas quelqu'un que je connais, mais en tout cas, c'est une personne avec quand même pas mal de
Follower. Puis, tu sais, son père était allé à la guerre du Vietnam. Puis, tu sais, il est allé, il n'a pas eu vraiment de traumatisme ou rien. Il a fait son temps, 2-3 ans, il est revenu, puis il a vécu sa vie, puis tout. Puis, tu sais, c'est un cinéphile aussi, son père. Puis, il disait, tu sais, il écoutait des films sur la guerre du Vietnam, des films anti-guerre, là, comme Platoon, comme Apocalypse Now. Il était comme Apocalypse Now, c'est le Vietnam pour les geeks ou les nerds. Non, mais c'est autre chose. C'est ouais, un Vietnam horrifique, métaphorique. Mais il dit, le seul film qui a ébranlé mon père, c'est The Deer Hunter. Mais ça me surprend pas. Parce que, sûrement qu'il s'est reconnu parce qu'il venait d'une petite ville américaine. Ouais. C'est des gens qui sont pas préparés à la guerre. Ils se font dire, enrôlez-vous, aidez votre pays. Des trucs c'est comme ça. intime, c'est un film qui a une grandeur, c'est un film qui a une ampleur, mais c'est un film qui perd jamais de vue l'intime, l'humain. C'est très humaniste. Ouais. Là. Bon, je sais que le film a eu un peu bad rep sur comment, par exemple, il peut un peu représenter les Viet Cong, là, l'ennemi. Ouais. Moi, je pense que, peu importe, c'est comme... je fais un peu d'aveuglement volontaire là-dessus, dans le sens où pour moi, c'est pas à propos des Viet Cong, c'est vraiment à propos d'une situation. La guerre, c'est l'enfer. Puis d'ailleurs, le titre francophone est intéressant, Voyage au bout de l'enfer. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit, The Deer Hunter. En tout cas. Mais la guerre, c'est l'enfer. Donc, à un moment donné, c'est comme si on enlève... C'est ça. L'humanité prend le bord. Puis encore là, bref. Ouais. Mais il y a une dimension métaphorique peut-être qui kick in à ces moments-là. On est moins dans le politique peut-être sur la représentation. Mais anyway, mais pour moi, puis le dernier acte, l'acte crépusculaire, on revient dans... Comment est-ce qu'on vit avec ça? Ouais, c'est déchirant, il y a quelque chose qui reste, puis tu sais, c'est comme ce film-là fonctionne aussi bien qu'une bonne série télé. Tu sais, les séries, pourquoi qu'on s'y attache, des fois, c'est qu'on a du temps pour passer avec les personnages. On a des fois 20 heures, 30 heures. Ben, ce film-là, oui, c'est long, 3 heures, mais tout est relatif. C'est pas si long que ça pour le degré auquel on s'attache à ces personnages-là. Puis c'est pas des héros non plus, c'est des dudes, là, pour vrai. C'est pas comme on s'attache, mais on s'attache comme... c'est ça, juste parce qu'on est des humains avec des qualités et des défauts. Parce qu'ils sont banals. C'est banal avec l'éducation qu'on a au moment qu'on l'a. Bon, peu importe. Fait que non, pour moi, c'est ça. J'y reviens assez souvent. Puis tu disais que tu l'as écouté au bon moment. Puis tout, c'était quoi ce bon moment-là? Ce bon moment-là, c'est, moi, j'ai commencé à être plus cinéphile. Là. J'ai toujours aimé les films. Mais mettons, j'ai eu quelques électrochocs. Mon premier électrochoc, c'est probablement avoir vu Kill Bill. Là, je fais une parenthèse. J'ai vu Kill Bill à genre 14 ans. Je suis né en 88, il est sorti en 2003, mais été 2003, je n'avais pas encore 15 ans. Ouais, 14 ans. Puis, t'ont laissé rentrer dans la salle. Ouais, mais oui, puis la violence, elle est... Mais c'est Kill Bill, c'est vraiment... C'est du geekness de cinéphile qui est contagieux. Fait que, puis après, tu les vois, là, les Lady Snowblood, puis tous les films qui référencient, mais tu sais, moi, je n'avais pas nécessairement encore ce bagage-là pour tout déceler. Je voyais juste l'espèce de collage de trucs cool. Ouais. Comme si vraiment, je sais pas, là, j'étais pas outillé. Là, tu rentres dans la chambre de quelqu'un de plus... Je sais pas, t'étais pré-ado, puis tu rentres dans la chambre de quelqu'un de plus âgé, mais qui te montre, genre, qui te fait découvrir de la nouvelle musique, puis qui te fait découvrir plein d'affaires, puis qui te fait fumer du weed, puis qui te fait... C'est comme si Kill Bill, pour moi, c'était le condensé de genre... j'ai comme trop été stimulé par quelque chose, puis j'ai envie d'aller gratter, puis voir ailleurs, puis voir... Tarantino, il est très impressionnable. Son cinéma, il est vraiment... Mais il est contagieux. C'est ça, Puis moi, j'ai l'âge que j'ai. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens de mon âge où que le cinéaste porte d'entrée, ça a été Tarantino. Je pense qu'un peu plus jeune que moi, c'est peut-être un Wes Anderson. Un peu plus âgé que moi, c'était peut-être Tim Burton. Mais c'est quoi qu'ils ont tout en commun, ces cinéastes-là? C'est qu'ils font du cinéma accessible, mais la patte d'artiste, d'auteur, elle est extrêmement ostentatoire, elle est très visible. C'est évident que c'est pas fait par un robot ou un algorithme. C'est comme si le geste de création, quand t'es jeune, on dirait qu'il se fait un peu de facto. C'est comme si les films, c'est des images qui se... Ouais. Tu sais, Tim Burton, c'est l'expressionnisme allemand là, dans beaucoup de films. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi avec le premier Batman, justement. Je suis un peu plus jeune que toi, mais tu sais, j'ai grandi avec ça. Je l'ai vu des vingtaines de fois. Puis là, quand je suis tombé dans le cinéma de Fritz Lang ou Metropolis, puis là, t'es comme, mais j'ai déjà vu ça ailleurs. Une filiation directe. Exactement. Mais donc, qu'est-ce que tous ces cinéastes ont en commun? Je pense que c'est un amour du médium, c'est un amour de leur référence.
Puis ça irradie, c'est contagieux. Mm-hmm. À mon échelle, je vois déjà qu'il y a beaucoup de cégepiens puis d'universitaires qui me disent « Ah oui, à l'époque, j'ai vu, mettons, les faux tatouages. J'ai vu Nadia Butterfly, j'étais pas sûr, mais là, on dirait que j'y ai repensé, puis c'était bon. » Tu sais, peut-être que je suis ce cinéphile-là qui essaye d'un petit peu de garrocher plein de choses que j'aime. Puis si ça peut donner une piqûre à des gens, mon Dieu, je suis donc heureux que ça puisse faire ça. Je voulais passer un peu plus de temps sur Deer Hunter parce que c'est rare que c'est le film préféré. C'est rare que c'est lui qui va ressortir quand même assez rapidement. Puis j'étais curieux de t'entendre. Mais je veux parler aussi d'un réalisateur qui se rapproche un peu de ton style ou du moins de ton approche, c'est-à-dire Cassavetes. Mettons, Les Chambres Rouges, c'est lui qui a le moins de traces de Cassavetes de loin. Mais Cassavetes, pour moi, c'est l'intello qui s'assume pas puis qui fait des films sauvages, mais qui est profondément intellectuel quand même, Cassavetes. C'est des films qui ont vraiment beaucoup de choses à dire sur la condition humaine, mais puis t'as l'impression... Tout le monde, tout le monde pensait tout le temps que Cassavetes improvisait plus qu'il improvisait réellement, parce que il allait chercher... Il y a un état de grâce dans... puis en fait, je pense qu'on comprend pas Cassavetes quand on dit c'est réaliste. Cassavetes, il étire les traits. Tout est trop gros. C'est un peu surréaliste, Cassavetes. C'est comme, tout le monde est trop... comme... Puis oui, il y a une scène dans Husbands, moi, qui me fait capoter. C'est une scène de bar, là. Puis tu sais, ils font juste chanter, puis ils sont crissement sous, puis tout ça. Puis t'es comme, dans la vraie vie, là, ce monde-là, il serait peut-être parti. Tu sais, elle n'existe pas, cette scène-là. Puis pour moi, j'ai compris Cassavetes le moment où je me suis dit, oh my God, on peut avoir du cinéma qui feel vrai, mais pour que ça feel vrai, faut pas juste bêtement calquer le réel. Faut tirer les traits, faut faire un peu un geste, faut donner un peu, faut pitcher des trucs sur le canevas, faut mettre de l'émotion dans la patente. Puis là, j'ai saisi quelque chose. Je pense que parce que le réel, on le vit, là. C'est banal, le réel, tu sais, puis... mais je pense que c'est j'aime comme... bien les Dardennes, mais même les Dardennes, c'est pas le réel. Non. Je pense qu'il faut pas... C'est un piège d'essayer d'être réaliste à outrance. Je pense que faut utiliser le langage du cinéma, Mais tu sais, il y en a qui utilisent justement que les performances sont tellement authentiques qu'on brouille la ligne un peu. Puis moi, je trouve ça fantastique parce que ça arrive de moins en moins souvent. Je trouve là, qu'on rentre dans un film puis qu'on voit plus cette frontière-là entre l'écran et tout. Tu sais, Linklater l'a fait avec la Before Trilogy. Il y a beaucoup le spectre de Linklater sur les faux tatouages. Là. C'était peut-être... vois-tu, chaque film avait ses cinéastes, un peu plus de chevet. Nadia Butterfly, c'était plus évasif. Lequel c'était... Il y a peut-être un peu... La seule qu'on a un peu référencée, c'était un petit peu Andrea Arnold, peut-être. Ouais. Qui est une cinéaste vraiment qui influence tout le monde. Là, dans les années 2010, début 2020, là, c'est... Honnêtement, il va falloir qu'on écrive plus sur Andrea Arnold parce que je pense que c'est probablement la cinéaste en ce moment qui inspire le plus de démarches. Là. Puis les cinéastes femmes, il y a énormément de cinéastes femmes en ce moment qui revendiquent une inspiration d'Andrea Arnold. Moi, je pense que dans une dizaine d'années, on va faire « Ouais, Chris, tous les cinémas des années 2010 ont suivi Fish Tank. » C'est souvent comme ça. On s'en rend compte plus tard quand justement les réalisateurs de ta tranche d'âge ou un petit peu plus vieux, justement, commencent à prendre la parole puis mettre la lumière sur des... Puis encore là, Andrea Arnold, c'est pas juste le réalisme, c'est d'y mettre c'est le lyrisme dans le brut. C'est ça qu'elle a amené. Il y a vraiment une belle poésie dans la misère, ou le côté trash, mais elle les aime, mon Dieu, ces pauvres paumés, là, ces personnages un peu paumés. Là. Mais c'est coloré, Andrea Arnold, c'est le son, et on est dans la stylisation. Là. Encore une fois, c'est pour que ça ait l'air vrai, je pense qu'il faut pas être vrai. Il faut être... c'est ça, tu sais, justement, Woman Under the Influence, qui je pense est probablement ton préféré. C'est le meilleur. C'est le masterpiece. Mais lui, il était... Tu sais, je regardais récemment là, sur le Criterion Channel les bonus de ça, puis tu sais, Cassavetes, c'était jamais caché. Il était comme, j'ai scripté chaque ligne, chaque virgule, chaque... Oui, puis il répétait comme un homme de théâtre, là, avec Gino... Il faisait ce film-là dans sa maison, avec ses amis, avec sa femme. C'est un home movie, là. C'est le meilleur home movie de
l'histoire du Il y cinéma. a ses là. parents, il y a les parents de Ouais. Gina Davis. Mais même Rowlands. Gina Rowland, même de base, il voulait que ce soit une pièce de théâtre, en fait. Mhm. Puis c'est Gina Rowlands qui a dit, en tout cas, la petite histoire, Ouais, le c'est mythe, ce serait que Gina Rowland, il a dit, mais je serais pas capable de jouer ce rôle-là tous les soirs, ça va être bien Ouais, trop, non, mais je non, vais mais me non. cannibaliser, ça va être bien trop prenant. Mhm. Puis c'est probablement peut-être un petit peu, c'est peut-être ces conversations-là qui auraient inspiré Opening Night, peut-être, mais bon. Ouais. Mais c'est ça, puis ils en ont fait un film parce que c'était trop marathonien, en fait, pour un acteur. Puis, tu sais, je veux dire, on peut pas nommer moi, je peux pas te nommer une meilleure performance que Gina Rowlands. Là. Mais moi, Il y en a d'autres ouais. qui sont dans le panthéon, là, les S-tier, là, mettons, mais tu sais, Mais c'est une performance. Il n'y en a pas de meilleur. Ouais, là, non. Tu sais, c'est trop bon, hein. je l'ai écouté justement en prévision de l'émission parce que je l'avais pas vu celui-là. J'avais vu Opening Night, j'avais vu Husbands, mais celui-là, je l'avais pas vu. Puis c'est tellement de performance qui a bien vieilli. Puis j'ai reconnu beaucoup de gens que j'ai déjà croisés. Puis c'est ouais. tellement. Encore une fois, le film, il est pas réel, mais c'est vrai. Comme t'as envie qu'elle s'en sorte. Ouais. Puis c'est comme, il n'y a pas de. Mais il faut juste finalement, tu sais, ultimement, la finale, elle est belle, elle est quand même optimiste. Elle est douce amère, mais elle est un peu optimiste et il va falloir qu'il l'accepte comme ça, tu sais, d'une certaine façon. Je pense qu'il y a une nouvelle relecture probablement qui a dû se faire avec les années parce que c'est sûr que sa performance elle marque les esprits, mais je pense qu'il doit avoir une petite relecture du personnage de Peter Falk qui est à peu près aussi fou, entre guillemets, qu'elle, mais plus conventionnellement. Oui, non, absolument. C'est deux personnes qui se comprennent pas. Qui se comprennent pas, mais qui, en tout cas, qui s'aiment, mais qui s'aiment peut-être un peu mal, mais puis qui ne fit pas vraiment dans un certain moule. Lui non plus, il ne fit pas tout à fait avec ses amis de construction, puis ils sont un peu les deux sur leur bulle, c'est un peu insulaire. Mais ça, c'est vrai, encore une fois, c'est juste quand j'ai vu du Cassavetes, encore une fois, dans mes années d'apprentissage du cinéma, fait que, bon, Kill Bill, puis là, de Kill Bill, après ça, tu tombes bien vite dans du Scorsese, et puis de Scorsese, tu peux aller ailleurs, puis First Thing You Know, tu écoutes du Kurosawa, du Bergman, bon, tout ça. Puis Cassavetes, tu arrives peut-être un petit peu plus tard, mais moi, quand je suis finalement arrivé, puis A Woman Under the Influence, c'était le premier que j'ai vu de lui. Puis je sais pas pourquoi, on dirait que c'est peut-être pas... C'est pas un titre qui est sexy comme quand t'as 17 ans, tu cours plus les films de gangsters que les films comme... Casino. A Woman Under the Influence, on dirait, je sais pas. Mais quand j'ai finalement vu ce film-là, j'ai fait « OK, wow ». Là, j'ai vraiment pogné de quoi. J'ai fait comme ça, c'est de l'acting. Ça, là, c'est pas des acteurs qui punch in, punch out, qui disent leur ligne puis qu'ils retournent à la maison, merci, bonsoir. Là, il y a eu un vrai... ça brasse, là. Les émotions brassent, puis on est dans le real. Là. Puis ça m'a... Elle a même pas gagné l'Oscar en plus cette année. Mais c'est trop bon pour les Oscars, une réponse comme ça. Tu sais pas comment la prendre. C'est sûr que quand ça sort, à la limite, tu lui donnes pas parce que... Elle a quasiment de l'air hors concours. Genre, elle a dû être elle-même. Mais non. C'est ça. C'est quasiment trop bon c'est trop bon pour les Oscars. Un troisième film, tu l'as mentionné brièvement tantôt, là, mais c'est Ran de Kurosawa qui... C'est le film parfait. Ça, pour moi, c'est... en termes d'esthétisme, de contrôle, de compréhension de son langage, pour moi, mettons Cries and Whispers puis Ran, là, ce serait les genres de films, pour deux raisons différentes, mais c'est un peu les films parfaits. Des fois, les films parfaits peuvent être gossants, c'est-à-dire, c'est pas tout le temps mes films parfaits, mes films préférés. Mais dans le cas spécifique des deux que je viens de nommer, et Ran, c'est le film parfait qui... c'est comme le David de Michel-Ange. Là, tu le regardes et t'es comme, c'est ça. C'est as un good as it masterpiece. gets. Puis il y en a d'autres. C'est sûr que, mettons, l'influence d'un Seven Samurai. Seven Samurai est plus souvent cité quand on parle de Kurosawa pour son influence dans le canon. Puis c'est un autre chef-d'œuvre. Kurosawa a fait beaucoup de chefs-d'œuvre. Je veux dire, il y a des cinéastes, quand ils en ont fait 1, 2, 3, c'est incroyable. Kurosawa, il a quand même fait 7 chefs-d'œuvre. Comme... Rashomon, High and Low, Ran, Seven Samurai, Kiru, my God, là, c'est un mais tu vois, moi, je suis vraiment pas un fan. C'est tellement bon. En tout cas, je suis vraiment pas un fan de films de samouraï en général, mais Ran, je l'ai vraiment apprécié. Je sais pas si c'est mon Kurosawa préféré, mais il y a de quoi dans Seven Samurai. Je sais pas si c'est l'absence de couleur. J'aime ça les films en noir et blanc, mais on dirait que là, il y avait comme une grandiosité qui se retrouve pas dans Seven Samurai, même si c'est aussi épique, si on veut. Non, son travail des couleurs, absolument. Puis en plus, c'est Kurosawa qui rencontre Shakespeare, c'est pas sa première. Il a fait Throne of Blood, il en a fait d'autres, là, Lower Depths, des adaptations shakespeariennes, mais Ran, c'est comme, OK, c'est le roi Lear avec les mais chaque royaume, ses couleurs, il y a quelque chose de...
Puis je dis c'est un film parfait, mais en même temps, il y a comme une simplicité, tu sais, comme un haïku qui serait parfait, ou, ou un bon poème, ou malgré que le fait que ce soit épique comme film, il y a quand même quelque chose de très distillé dans le regard de Ran. Il y a une pureté. C'est comme si on retrouve une essence shakespearienne qui est. Tu sais, Shakespeare, c'est quand même, je veux dire, il y a 500 ans. Là, donc, c'était un peu plus. J'allais dire naïf, c'est pas le bon mot, mais tu comprends ce que je veux dire un peu. Il y a quelque chose de. Ça jette des bases un peu plus primaires sur comme la construction narrative, peut-être, malgré la complexité des thèmes et compagnie. Mais c'est comme si Ran, voilà, c'est comme un grand maître qui fait une esquisse, tu sais. Ouais. C'est comme, cette esquisse est parfaite. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui a juste, tu sais, dans la culture japonaise, tu sais, le craft, tu sais, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie à développer son craft, puis que là, il arrive avec son espèce de film final, qui est peut-être pas, effectivement, le préféré de tous. High and Low, c'est tellement bon aussi. Mais moi, c'est ça. J'aime beaucoup plus ces films contemporains. Là, même Straw Dog dans les années 40 aussi. Là, ça, Straw Dog. En tout cas, Stray Dog. Parce que Straw Dog, c'est Peking pas, puis j'aime pas ça. mais bref, mais quand même, pour moi, c'est juste, je sais pas, c'est l'espèce d'œuvre de grand maître. C'est comme. Puis c'est aussi avec, tu sais, il y a un petit peu de projets comme ça. C'est un réalisateur vieillissant, il avait comme 75 ans. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, d'avoir l'énergie de faire un film. Qui fait une symphonie sourde. Mais c'est ça, c'est qu'on se dit, tu sais, ses meilleures œuvres sont derrière lui. Il n'y en a pas un autre bon là, dans le corps. Puis là, il te sort ça. Il y en a un autre bon. Dans le cas après ça, il y a eu Dreams. C'est super triste son histoire parce qu'après Dodescaden en 70, puis plein d'affaires qui allaient moyen dans sa vie professionnelle, personnelle, tout ça. Il a fait une tentative de suicide, là, Kurosawa, au début des années 70. Puis son premier film post-rémission, c'est Dersu Uzala, qui est peut-être un de ses plus. Coproduction russe aussi. Avec russe, soviétique à l'époque. Mais c'est peut-être un de ses films qui a le plus de cœur. C'est un film magnifique aussi. Puis après ça, on dirait que tout le reste a convergé vers... Tu sais, il avait déjà dit que Kagemusha, en 80, c'était un dress rehearsal pour Ran. Puis ça a quand même gagné la Palme d'Or. C'est un super bon film. Là. Puis après, c'est comme si après Ran, OK, là, on est dans la phase un peu où on peut... tu sais, Dreams puis d'autres affaires. C'est comme si je pense qu'il y avait un dernier chef-d'œuvre à faire. C'est ça. Il l'a comme fait... Un peu comme un... Mais tu sais, un parallèle bergmanien, ça serait, tu sais, un Fanny Alexandre aussi. Tu sais, c'est comme, il a fait tous les grands films qu'il a fait. Là, il y a comme... Tu sens qu'il place des pions pour essayer d'en refaire un dernier grand. C'est ça. Puis là, il le fait. Puis là, tu sais, il a fait des films jusqu'en 2007, je pense. Puis Sarabande, c'est 2003, si 2003, ouais. Il est mort en 2007. Il a refait des choses après Fanny Alexandre, mais t'as peut-être c'est vraiment calmé après. T'as l'impression qu'à un moment donné, OK, là, c'est bon. J'en avais un dernier en moi où, comme, j'ai tout donné. Puis il y aura d'autres explorations, mais ça, j'aime ça. On peut pas refaire Ran 3-4 fois. Là. Je veux pas, le parallèle est un peu boiteux, là, mais tu sais, moi, mettons, je comparais beaucoup Les Loups de Wall Street avec Ready Player One. Parce que c'est des films faits avec l'énergie de jeunesse, mais par des gens tellement âgés. Scorsese n'était pas si pire, là, avec début 70. C'est extrêmement... T'as pas l'air... Non, t'as l'impression que c'est les Safdie qui font ça, je sais pas quoi. Je veux dire, il y a des cinéastes qui vieillissent mal puis qui deviennent whack. Puis t'as des Scorsese qui s'entourent encore de talents jeunes, qui est curieux, qui clairement, il pose des questions pour pas être un vieux Scorsese, il pousse encore, je pense, pour un dernier chef-d'œuvre. Je sais pas si Killer of the Flower Moon, ça va être ça. Mais... Non, ouais. Tu sais, quel homme, là, tu sais, ça contribue son au cinéma. C'est quoi ton Scorsese préféré, ça? Ah là là. Le Loup de Wall Street... à ce point? C'est une question de contexte, comme tu dis. Je l'ai vu au cinéma, une salle pleine. J'avais aucune idée c'était quoi. Mais tu sais, sinon, moi j'étais un grand fan quand même de... Taxi Driver, je l'ai aimé, mais pas tant que ça. Là, mais c'est ces films un peu, tu sais, La Dernière Tentation du Christ. J'ai bien aimé aussi The Age of Innocence. Tu sais, c'est des films un peu plus champ gauche, mettons, de sa carrière, mais... c'est comme un film de gangster, film... c'est ça. Mais je suis pas un fan de films de gangsters, ben honnêtement. Tu sais, Goodfellas, je suis capable de voir c'est un bon film, mais ça vient pas me chercher. Irishman aussi, je suis comme... je l'ai écouté 2 fois, puis je suis comme... J'aimerais tellement ça l'aimer, puis je l'aime, mais... C'est ça, il vient pas me chercher émotionnellement. Ça serait quand même Goodfellas. Goodfellas, c'est une petite ride. Il y a Hugo aussi, là, qui est sorti de nulle part, un film sur l'histoire du cinéma. C'est pas des cinéastes qui explorent encore, qui ne sont pas juste comme... qui ne sont pas peinturés dans un coin duquel ils peuvent pas ressortir. Un de mes préférés, c'est Altman, justement, qui se promène. Il fait des comédies musicales, il fait des je pense, comment il s'appelle? Ton préféré?
C'est dur à dire. Ben... C'est pas dur, il y a Nashville. Ouais, c'est ça, il y a Nashville. J'aime quand même bien la forme de Shortcut. Je suis quand même... Puis sinon, tu sais, c'est premier aussi, McCabe et Mrs. Miller. J'ai vu Images, qui est comme un peu obscur. Ça, c'est vraiment très méta. Là. Les acteurs portent le nom de la personne... Tu sais, je sais pas, mais s'il s'appelle John puis David. Les acteurs, John s'appelle David, puis David s'appelle John. Puis c'est juste un film confondant où tout le monde est l'autre personnage à un certain point. Là. Mais tu sais, c'est passé tellement sous le radar, mais c'est fun quand en fiction, on peut encore avoir une démarche un peu expérimentale derrière. Tu sais, moi, je les aime, ces films-là. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est cherché à même le plateau de tournage. Tu sais. Je veux dire, les plus radicales, tu sais, Herzog, il a hypnotisé tout le monde là, dans son film là, de Souffleur de verre. Là, je ne m'appelle plus du titre, là, mais tu sais, c'est comme ça, c'est assez radical, mais pas obligé de faire de l'acting hypnotisé. Mais mon point, c'est pourquoi pas réfléchir la fiction, mais comme une bulle créative qui va finir par donner quelque chose. En tout cas. Puis c'est pour ça que moi, j'aime vraiment travailler. Dans les Chambres Rouges, c'est pas des noms professionnels, c'est l'inverse. C'est Juliette, puis Laurie, puis tout le monde sont tous des comédiens. Là. Mais tu sais, moi, j'ai quand même fait plusieurs courts-métrages avec des enfants. Mon film d'avant, Nadia Butterfly, c'était avec des nageuses. Donc, c'était la première fois qu'ils faisaient un truc à l'écran. Puis mais moi, je deviens, en tant que réalisateur, je deviens un peu le gardien de la bonne énergie sur le plateau aussi. J'ai envie que l'expérience... la fin ne justifie plus les moyens. Là, on est en 2023. Moi, les histoires de domination intellectuelle puis de torturer ses acteurs, de piéger ses acteurs dans des bonnes performances, là. On est passé à autre chose. On est vraiment passé à autre chose. Là. Je pense même que fut un temps, c'était un peu même glorifié. C'était comme un signe que tu étais comme fort. Mais pour moi, c'est pour utiliser un terme dans l'air du temps, mais pour moi, c'est toxique. C'est vraiment pas... c'est pas ça, être fort. Là, à la fois dans l'air du temps, avec le méthode acting, aussi de l'autoflagellation, de s'imposer des conditions horribles pour sortir. Si l'acteur, ça, c'est un peu moi, c'est auto-imposé. C'est un peu cas par cas. Mais c'est toutes les histoires weird de méthode acting, c'est spécifiquement souvent du point de vue des gens que le méthode acteur leur a imposé quelque chose de weird. C'est-à-dire, mettons que tu es sur un plateau... faut comme que ça marche pour tout le monde, parce que si l'acteur est dans son personnage, puis des fois, ils jouent des personnages problématiques, les méthodes d'acteurs. Fait que là, dans le fond, c'est comme si tu passes du temps de création qui devrait être un safe space avec des gens qui incarnent sans déroger des personnages problématiques. Comment dire? C'est que ça devient un problème quand c'est imposé un peu aux autres. L'acteur, il peut bien dire « Ah oui, moi, j'ai voulu faire ça. » Ouais, mais si tu fais chier tout le plateau... T'aimerais-tu ça, travailler avec un méthode acteur, un Daniel Day-Lewis ou un je sais pas quoi? Serais-tu capable? Je sais pas. Je suis trop body, moi. J'aime ça, être ami avec mes acteurs. J'aime ça. Tu sais, sur Nadia Butterfly, justement, la prep, là, je voulais rendre ça le plus petit, le plus intime possible. Je dirais, venez manger de la fondue chez nous. On jasait un peu du film, mais on apprenait à se connaître. Puis c'était ça, tu sais, parce que pour qu'elles aient confiance en ce qu'elles font, il faut qu'elles aient confiance en moi. Puis c'est pas calculé, là. Tu sais, ça sonne très... je les ai pas invités à manger de la fondue pour comme leurrer qui m'aiment, là. Mais non, mais c'est juste bâtir, c'est de base, là. On bâtit une relation, puis une relation de confiance. C'est du cinéma, c'est pas une question de vie ou de mort non plus. Là, non, mais exact, mais on fait pas des films pour le fun. On peut avoir du fun en faisant des films, on les fait pas pour le fun. Dans le sens où c'est quand même sérieux. Moi, c'est quand même ma carrière, c'est mon gang-pain. Faut que ça soit bon. Je veux dire, je peux pas laisser une scène puis être un peu c'est pas grave là, mais non, moi surtout en plus moi je tourne beaucoup avec des plans séquences, fait que j'en ai pas de coverage là. Moi c'est faut que ça soit bon là. Fait que faut que ça se passe là. Fait que c'est très sérieux, je m'en mets beaucoup de la pression sur les épaules, mais je la mets sur mes épaules. Je deviens pas Mané, faut pas être non plus tomber dans... Faut pas être désagréable parce qu'on est stressé. On est stressé. Je suis stressé. Il faut que ça soit bon, chaque scène, chaque plan. Mais, mon Dieu, il faut... on peut quand même s'amuser. Puis moi, sur l'heure de lunch, là, je relaxe. Là, je peux déconner avec les comédiens. Là, si ça va. Là. Fait qu'est-ce que j'aimerais ça avec un méthode acteur? La réponse courte, c'est que c'est non. Peut-être qu'un projet... Sauf si c'est De Niro. Non, mais qu'une expérience. Si c'était une expérience collective... Tu sais, mettons, regarde, écoute, je t'en sors un peu niché, un film, mais que ça, mettons, c'est un de mes films préférés, mais je sais pas si tu connais Peter Watkins. Je sais pas si ça te dit de quoi, le film La Commune.
C'est un film en noir et blanc ouais. de 2000, de comme 5 heures. Mais dans la commune, là, c'est vraiment... c'est tous des non-professionnels, puis ils recréent les événements de la commune de Paris, mais tout le film se passe... C'est un peu Dogville-esque, là, mais un peu plus construit quand même, mais c'est comme tout dans un gros studio, OK. puis ils tournaient en chrono, puis ils recréaient justement des événements, des soulèvements, mais ils castaient les gens, genre, si tu as une affiliation plus progressiste de gauche, ben, tu jouais les gens de la commune, puis si tu étais un peu plus conservateur dans tes idées, ben, tu faisais les soldats ou les monarchistes, puis tout ça. Bon. Puis le film, c'est un peu une expérience humaine filmée. Ouais. C'est fascinant, là. C'est tellement trippant. Ça, ça peut faire du grand cinéma, mais il faut vraiment contrôler ça. C'est-à-dire... Parce que là, on commence à dealer, des fois, même si c'est de la fiction, avec des vraies émotions. Des vraies émotions, ça peut éclabousser sur un plateau. Tu sais, ça... Ouais. À entrer à risque et ses périls, tu sais, dans ces zones-là. Le moins possible, mais quand c'est bien fait par des gens intelligents puis dans un safe space, ça peut faire de la magie. Puis moi, vraiment, mettons, La Commune, c'est un film, il n'y en a pas deux là, comme ça. C'est fucking incroyable. Ça, mettons, un film expérience comme ça. Fait que mon point, c'est méthode acting, non, mais mettons, film où on crée une genre de bulle bizarre, alternative de création pour arriver à quelque part. Ah, là, ça me parle. T'sais, si tout le monde est au diapason de quelque chose, ça pourrait peut-être être... Ouais. Je vois le temps qui file. Je serais curieux. Plaisir coupable, Detroit. Ouais, ben c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste tu m'as demandé un plaisir coupable. Je t'ai fait quel film là, qui avait genre 0% sur Rotten Tomatoes que j'aime. Je suis comme, Detroit Rock City, j'aime bien ça. Même si ça doit être super cringe de le revoir en 2023. C'est étonnamment pas si mal que ça. Non, c'est ça. C'est pas Dazed and Confused. C'est sûr que c'est vraiment pas le meilleur comme Slacker Teen movie, mais genre, je sais pas, moi, je fait rire ce film-là. Ouais. je pardonne toutes les maladresses, on dirait. C'est comme switch à off, puis ouais donc. Ah ouais, non, mais c'est parfait. Ça m'a permis de le réécouter du même coup. Là, je l'avais dans ma collection. Ben oui. Réhabilitons Detroit. Exact. Tant qu'on y est. Peut-être des petites questions plus génériques, mettons, pour terminer. Pas de la grosse rafale, là. Je ne mitraillerai pas de questions, mais juste qu'on connaisse un peu ton profil de cinéphile. Ta plateforme de streaming préférée? Je dirais Mubi. Mais la vraie réponse, c'est Criterion Channel. Mais j'ai pas Criterion Channel parce que j'ai beaucoup vu. Ben, j'ai pas tout vu, là, mais le catalogue, le canon Criterion, je le connais bien. Puis Mubi, j'aime bien. Ouais. Ça m'amène à ma deuxième question. Es-tu un collectionneur? Es-tu un revendicateur du format physique encore? Ou pas tant que ça? Oui, absolument. Mais j'en achète beaucoup moins qu'avant. C'est là. Je me tiens vraiment à l'essentiel. Une réédition qui n'a pas de bon sens ou genre mon top 3 dans l'année, je vais l'acheter en Blu-ray. Je quality over quantity au extrême, là, mais oui. Est-ce que tu as des labels justement comme Criterion ou comme Arrow pour le cinéma de genre? Oui. Non, oui, c'est ça. Ouais. Oui, non, j'ai des critères. La plupart de mes films préférés sont sous Criterion. Fait que j'ai des beaux coffrets, mon beau André Roublev, mon beau coffret Jacques Demy, mon beau Blu-ray, la trilogie de Linklater en Blu-ray, c'est toutes ces affaires-là. Ouais. Es-tu plus du genre à suivre la carrière d'un réalisateur ou d'un acteur? D'un réal. Un réal? Ouais, c'est rare que je suis... Ouais, parce que même les bons acteurs, ils peuvent faire des... Tu sais, mettons, De Niro, là, c'est pas un gage de qualité. Là, non. Surtout dans les 10 dernières années. Exact, les dernières années. Depuis Cape Fear, depuis Casino. En tout cas, mais ouais, plus réel. Ouais. Plus réel. Es-tu un fan de cinéma québécois? On n'en a pas parlé de tant que ça. Oui, je vois à peu près tout ce qui se fait, tu sais, par intérêt, mais par... oui. Oui, puis je trouve que cette année, on est particulièrement gâtés. Il y a des propositions vraiment pour tous les goûts. Il n'y a pas matière à cynisme là, cette année, je trouve. C'est comme... Puis la part de marché est quand même bonne en plus. Les gens vont voir les films. On est sorti là, du nuage gris. Le cinéma québécois, c'est des drames suicidaires. Depuis 2-3 ans, effectivement, les parts de marché, il y a eu la pandémie qui a aidé, entre guillemets. Mais des films plus comme Bungalow, des films qui prennent un peu plus de risques. Colorés, généreux. Je pense que c'est ça le mot-clé. Là. Même, il peut y avoir des démarches un peu austères, mais malgré tout... Les films, ils se regardent plus le trou de cul. Là, je pense que les films essayent d'être généreux puis le sont, en fait. Ouais. Ça va peut-être dépendre du film, mais est-ce qu'il y a un élément qui vient plus te chercher dans un film? La musique, la direction photo. Est-ce qu'il y a un élément qui vient plus te chercher? Les vrais bons
films, là, mettons, ceux qui finissent par être genre mes préférés de l'année ou tout ça, c'est ceux qui me désarment, qui désarment mon côté analytique. Puis ça peut être de plein de façons. Je veux dire même que je peux aimer ça, là, le cinéma plus rude, expérimental, plus formel, plus plastique. Je ne suis pas juste un doute de il faut que ce soit un personnage principal incroyable ou une structure scénaristique très construite, tout ça. Bref, fait que non, il n'y a pas une bonne réponse à ça, mais la vraie bonne réponse, c'est quand je ne suis plus en train d'analyser les pièces détachées d'un film puis que je suis vraiment juste pris dans soit l'histoire ou l'expérience. Parce que des fois, c'est overrated. Là. Un cinéma, c'est pas juste des histoires. Là. Ça peut être vraiment une expérience aussi, puis ça peut être parfait. Mais quand je suis juste pris dans le truc, c'est... J'ai déjà eu des débats avec des cinéphiles. Moi, je suis comme, mais non, mais s'il n'y a pas d'histoire, c'est correct. Des fois, c'est pas ça le but. Mettons, dans un Tarkovsky, il n'y a pas toujours une histoire. Une histoire qui nous échappe, qui dérive, qui divague, qui flotte. Ça peut faire des très grands... American Honey, c'est un de mes films préférés des dernières années. Puis c'est un film qui flotte pendant 2h40. Là, puis, bon. Est-ce que tu as un festival préféré? Moi, je suis un polyamoureux des festivals montréalais. D'ailleurs, ça se paraît dans toutes les premières de mes films. Nadia, il a ouvert à Festival à Québec. Faux tatouage, j'ai gagné un prix au FNC. Chambre Rouge, on a ouvert et gagné des prix à Fantasia. Coudon, il me reste juste à faire des documentaires puis aller au RDM. Là. Ouais, c'est ça. non, mais je les aime, les festivals montréalais. Là, je pense qu'on est gâtés à ce niveau-là. Ben, je dis montréalais et autres. Là, québécois. Puis, non, mais comme là, je vais au Perséide là, avec le film bientôt. Oui, québécois. Oui, absolument. Es-tu du genre à faire des listes? Ben oui, j'adore les listes. Allez sur mon Letterboxd, cliquez sur liste, vous allez des heures de plaisir. Génial. Ben, écoute, c'est ce qui pourrait conclure ce ciné-club. Je te remercie beaucoup, Pascal, d'avoir pris le temps de te prêter au jeu. Évidemment, la plupart de ta sélection de films, des films duquel on a discuté, vont être dans les crédits à la fin, dans la description. Fait que allez faire ça. Aussi, allez voir sur le coin le groupe Facebook d'Opération Beurre de Cinoche. Je t'ai donné une belle liste d'inspiration des Chambres Rouges, justement. Puis j'ai mis des trucs un peu champ gauche. Puis j'ai délibérément mis aucun Fincher. non, mais ça va. Je l'aime, Fincher. Donc, voilà, on souhaite longue vie aux Chambres Rouges. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi.